tromper des nazis avec des chars d'assaut gonflables. Ça vous semble fou ? C'est pourtant le but de l'opération Fortitude, l'un des volets du plan Bodyguard imaginé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette vaste opération de désinformation est digne d'un scénario de série Z, et pourtant, sans elle, le débarquement allié en Normandie du 6 juin 1944 aurait été un échec. Je suis Virginie Giraud, votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Opération Fortitude. Nous sommes au début du mois de juin 1944. Des avions de reconnaissance allemands survolent la région de Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre. Malgré le temps épouvantable, l'armée allemande constate qu'il règne là une extrême agitation. Que voit-il sur cette côte anglaise ? Des tanks, des bateaux, des barges de débarquement alignées le long de la côte, des baraquements d'où s'échappe de la fumée, des soldats qui s'entraînent. C'est le général Patton qui dirige cet important corps d'armée. Enfin, depuis le ciel, avec tous ces nuages, les aviateurs ne reconnaissent pas précisément le général, mais l'Abwehr, le service de renseignement de l'état-major allemand, est formel. Patton est à Douvres. Donc si le général Patton se trouve à Douvres à la tête d'une armée, c'est que c'est de là que partiront les troupes d'invasion alliées. Au sol, les troupes anglaises regardent goguenard la Luftwaffe survoler le périmètre. Personne n'actionnera les mitrailleuses antiaériennes. Au contraire, que les Allemands prennent des photos, le plus possible même, qu'ils préviennent Hitler en personne de ce qu'il se trame à Douvres. Oui, une opération d'envergure se prépare au pied des falaises, juste en face du Pas-de-Calais. N'est-ce pas un point stratégique pour un débarquement ? Si les Anglais sont hilares, c'est parce que les tanks, les barges, les baraquements et même les soldats postés là sont en caoutchouc gonflable. Tout est faux, c'est un leurre grossier. Ce faux déploiement de force a pour seul but de tromper l'ennemi en détournant son attention du véritable débarquement qui aura lieu dans quelques jours, dans quelques heures, en Normandie. En juin 1941, l'Allemagne nazie entre en guerre contre son ancien allié, l'URSS. Pour beaucoup d'historiens, cette déclaration de guerre signe le début de la défaite allemande. La longue et terrible bataille de Stalingrad, qui s'est achevée en février 1943, a été un drame pour le Reich. Les pertes humaines ont été très lourdes. Le moral des troupes est miné. L'arrière s'inquiète. Cette bataille perdue est aussi un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Elle marque le début de la contre-offensive soviétique. L'Allemagne n'est pas invincible. D'autant plus qu'en Afrique du Nord aussi, le sort de la guerre est en train de changer depuis la fin 1942. Les Britanniques sortent victorieux en Égypte de la seconde bataille d'El Alamein contre l'Africa Corps du maréchal Erwin Rommel et le débarquement allié est une réussite. Le 13 mai 1943, la campagne de Tunisie est terminée. Les Alliés, formés des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, sont maîtres de l'Afrique du Nord. Ils doivent à présent prendre pied en Europe pour ouvrir le deuxième front réclamé par Staline qui se bat seul depuis des mois. Ouvrir un front en Sicile obligera les forces de l'Axe à détourner une partie non négligeable de ses troupes au détriment du front de l'Est. C'est l'opération Husky, l'invasion de l'Italie par le sud de la Sicile. Les services de renseignement allemands ignorent tous des plans d'invasion alliés. La surprise est totale quand 160 000 hommes débarquent sur les plages de Sicile entre le port de Syracuse au sud-est de l'île et le port de Licata au sud-ouest. Ils sont soutenus par 2590 vaisseaux, 3500 avions et 14 000 véhicules. Au soir du 9 juillet 1943, cette armada apparaît sur les radars de l'armée ennemie. Les plages sont rapidement conquises. L'issue de la bataille est un désastre pour les soldats allemands et italiens. 250 000 d'entre eux décident de se rendre. Et l'Italie capitule au début du mois de septembre 1943. La Sicile est un premier pas vers la reconquête du continent européen.
Le général Dwight Eisenhower, le commandant en chef du quartier général des forces alliées en Europe, mettra à profit les leçons du débarquement de Sicile pour organiser celui de Normandie. Un des éléments qui retient particulièrement son attention, c'est la réussite totale de l'opération Mincemeat, viande hachée. Vous vous demandez sans doute ce que vient faire de la viande hachée là-dedans. Eh bien, les services secrets britanniques ont cherché un moyen de tromper l'ennemi concernant le lieu du débarquement en Italie. Faisons un peu de stratégie militaire. Si les Alliés sont attendus sur un lieu précis du débarquement, ils vont se faire tirer comme des lapins. Il faut donc ruser en créant un écran de fumée qui empêche de voir la réalité qui se dissimule derrière. Mais pour vous, je vais dissiper les vapeurs de cet intox, cette désinformation cruciale en temps de guerre. Voilà comment on élabore un guet-apens dans les services secrets anglais. Prenez un SDF mort dans la rue. Vous lui fabriquez de faux papiers militaires sous le nom de William Martin, vous l'habillez en officier britannique, puis vous le jetez à la mer du côté de la côte espagnole avec une mallette bourrée de faux documents attachés au poignet. Avec un peu de chance, l'ennemi récupère le cadavre du faux officier qui semble victime d'un crash aérien. Les documents contenus dans la mallette le préviennent d'un débarquement imminent dans les Balkans, en Grèce et éventuellement en Sardaigne. L'ennemi envoie donc des renforts militaires dans ces eaux-là de la Méditerranée, ce qui fait moins de soldats là où le débarquement italien va vraiment avoir lieu, c'est-à-dire en Sicile. C'est malin, hein ? Ah oui, c'est l'art de la désinformation, de l'intox, ou tout simplement l'art de tromper l'ennemi. Comme le dit Churchill, la vérité est un bien si précieux qu'elle doit être protégée par une carapace de mensonges. Les Alliés vont donc tirer les leçons de cette excellente opération viande hachée. Malgré ce succès, les Alliés bloqués en Italie ne parviennent pas à remonter vers le nord. Les Soviétiques y sont toujours seuls à se battre contre les Allemands. Il faut soulager le front Est en ouvrant un autre, à l'Ouest. Fin novembre 1943, Roosevelt et Churchill se rencontrent pour la première fois lors de la conférence de Téhéran. Ils décident d'organiser un débarquement allié à l'Ouest malgré l'hostilité de Churchill qui préférerait se concentrer sur la libération de l'Italie. Le nom de code donné à cette attaque est Opération Overlord. Celle-ci est confiée au général Dwight Eisenhower. Elle s'accompagne d'une vaste opération de désinformation à destination de l'ennemi, l'opération Bodyguard. Cette manœuvre doit amener les puissances de l'Axe à disposer leurs troupes ailleurs que sur le lieu prévu pour le débarquement. Et le site du débarquement a été sélectionné avec soin. Il aura lieu sur les plages qui s'étendent entre l'estuaire de la Seine et la presqu'île du Cotentin. Elles ont l'avantage d'être proches de la Grande-Bretagne et elles sont moins bien défendues que les ports du Nord. L'objectif est d'installer une tête de pont sur ces plages pour s'emparer du port de Cherbourg, puis ensuite intensifier les débarquements d'hommes et de matériel. Dès lors, la côte sud de la Grande-Bretagne devient un vaste terrain d'entraînement pour de jeunes soldats britanniques, américains et canadiens. Avec eux arrivent des centaines de milliers de tonnes de ravitaillement, de matériel et de munitions. Il est impossible de dissimuler de tels mouvements de troupes. Pendant ce temps, les Allemands s'attendent à un débarquement allié, même s'ils se croient en partie protégés par le mur de l'Atlantique, ces fortifications côtières construites par le Troisième Reich le long de la côte occidentale de l'Europe, allant de la Norvège à la France. Certes, ces obstacles marins et ces bunkers dissimulés dans les rochers rendent un débarquement plus difficile, mais pas impossible. Un débarquement aura lieu, c'est certain, mais les Allemands ne savent ni où, ni quand. Le commandant allemand Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, est chargé de protéger les côtes de la Manche. Il pense que l'invasion alliée arrivera par le Pas-de-Calais et il y fait stationner sa 15e armée avec plus de 200 000 hommes. Calais est en effet la ville la plus proche de Douvres. Ça semble logique, mais
Erwin Rommel doit faire confirmer son intuition. Or, les Anglais vont le mener en bateau. La désinformation sur le débarquement est organisée par la London Controlling Section. Elle prend le nom d'opération Fortitude, c'est-à-dire force d'âme. Pour résumer, l'opération de désinformation Fortitude repose sur 3 piliers, une fausse armée, de la fausse information et des agents doubles. D'abord, il y a ce coup de génie, la fausse armée. Elle a pour but d'amener l'ennemi à concentrer ses troupes en des points bien précis pour fragiliser d'autres points de sa ligne de défense. Une armée britannique fictive est donc stationnée en Écosse pour simuler une attaque imminente de la Norvège afin de fixer les troupes allemandes qui s'y trouvent. Je vais vous dire comment on s'y prend pour simuler une attaque. Des opérateurs radio s'échangent de très nombreux messages, comme pourraient le faire les différentes unités d'une armée sur le point de passer à l'offensive. Et on espère que les Allemands s'intéresseront à cette activité inhabituelle, au point d'intercepter ces communications qui parlent d'une invasion de la Norvège. Hitler est d'ailleurs persuadé que les Alliés vont débarquer dans ce pays qui est un lieu stratégique d'approvisionnement pour l'armée allemande. Mais ce n'est pas tout. Les Alliés doivent déployer une fausse armée pour tromper la surveillance aérienne allemande. Une unité fictive faite de chars gonflables et de faux avions appelés FUSAG pour First United States Army Group est conduite par le général Patton à Douvres. Et Patton, c'est pas n'importe qui. Il est général 4 étoiles de l'armée américaine, héros de la Seconde Guerre mondiale, victorieux en Afrique du Nord et en Sicile. Mais en 1944, il est en disgrâce. Il a giflé 2 soldats souffrant de troubles psychiatriques suite au combat en Italie. Il a ainsi prouvé qu'il n'était pas maître de lui-même, ce qui est gênant pour un si haut gradé. L'affaire est arrivée aux oreilles des journalistes et le général a été écarté des opérations officielles du débarquement. Il n'est donc pas question qu'on lui confie un commandement en juin 1944 en Europe, chose que les Allemands ignorent. À ce moment-là, le haut commandement allemand a plus de respect pour Patton que pour tout autre commandant allié et le considère comme une figure centrale dans la préparation de toute invasion de l'Europe. Comment pourrait-il imaginer qu'il commande des troupes fictives ? À la veille du jour J, le sud de l'Angleterre est devenu un immense camp retranché où sont cantonnés 2 millions d'hommes. Impossible pour les Allemands de distinguer les vrais soldats des faux, les avions en contreplaqué parmi les vrais et les chars gonflables au milieu des vrais Sherman DD. Tout l'enjeu de l'opération est de faire croire à l'armée allemande qu'elle met la main sur des informations confidentielles qui ne sont pas simples à acquérir. Bah oui, sinon ça sentirait trop le piège. Ensuite, pour mieux faire circuler de l'intox, les services de renseignement retournent des agents allemands. Ça, les Anglais savent bien faire. Rien de mieux que l'argent et le chantage pour y parvenir. Un des principaux agents doubles des services de renseignement britanniques s'appelle Juan Pujol Garcia. Nom de code, Garbo. Histoire d'en mettre plein la vue et de se faire passer pour un super agent, il affirme aux Allemands, dont il a gagné la confiance, qu'il a créé un réseau de 27 informateurs infiltrés à tous les niveaux. Et les Allemands mordent à l'hameçon. Dans les mois qui précèdent le jour J, plusieurs centaines de messages sont envoyés dans le seul but de conforter les Allemands dans leur certitude d'un débarquement dans le Pas-de-Calais. Depuis la fin février 1944, des agents doubles envoient des témoignages accréditant la mise en place de troupes du côté de Douvres. Enfin, le plan Fortitude doit convaincre les Allemands que si des opérations ont lieu en Normandie, elles ne sont qu'une diversion pour cacher le véritable débarquement dans le Pas-de-Calais, entre Boulogne et l'estuaire de la Somme dans la seconde moitié de juillet 1944. Dès lors, pour chaque vol de reconnaissance allié effectué sur la Normandie, 2 sont effectués sur le Pas-de-Calais pour faire croire que c'est la zone la plus importante. Reste à fixer la date du débarquement. Rien n'est laissé au hasard.
Le commandant en chef de la force expéditionnaire alliée, le général Eisenhower, tient compte de la météo, de l'état de la mer, des marées et même des phases de la Lune. La luminosité d'une pleine lune est essentielle pour la réussite de l'opération. La date choisie est le 5 juin. Mais le mauvais temps s'en mêle et une tempête éclate ce jour-là. Annuler le débarquement reviendrait à le reporter d'au moins 15 jours. 15 jours durant lesquels il faudrait préserver le secret de l'opération, c'est impossible. Et les soldats embarqués sont prêts, tendus et anxieux. Beaucoup savent qu'ils vont mourir. Ils tiennent grâce à l'adrénaline qui coule dans leurs veines et il est impossible de les maintenir longtemps dans cet état. Depuis les côtes britanniques, sous des trombes d'eau, le général Eisenhower regarde les vagues qui se déchaînent et viennent se briser sur les navires. Il maudit la pluie, la mer et les météorologues incapables de lui annoncer une éclaircie. Eh oui, la Manche, c'est pas la Sicile, mon général. La seule option possible est de repousser le débarquement au lendemain. Le 6 juin, les prévisions sont un peu meilleures, sans être idéales. Seul point positif, les Allemands n'imaginent pas qu'un débarquement puisse être programmé par un temps pareil. Il ne se méfie donc pas. Rommel est si confiant qu'il rentre en Allemagne à Erlingen le 5 juin pour célébrer l'anniversaire de sa femme. Ce jour-là, Radio Londres diffuse les 4 premières notes de la 5e symphonie de Beethoven. 3 notes courtes, une longue. C'est la lettre V en morse, le V de la victoire. Et puis le speaker commence sa litanie de messages personnels cryptiques. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces vers, légèrement remaniés d'un poème de Verlaine, sont le signal qu'attend la résistance française. La phase d'assaut d'Overlord, nom de code Neptune, a commencé. Dans tous les maquis de France, dans toutes les officines de la résistance, les cœurs des patriotes battent plus fort. Plus de 1000 actions de sabotage sont lancées alors que 5000 tonnes de bombes sont lâchées par les avions alliés sur les batteries allemandes le long de la côte normande. Puis, 1 millier de planeurs atterrissent pour décharger hommes et matériel. Des éclaireurs sont parachutés derrière les marais du littoral. 23 500 parachutistes sont ensuite largués derrière les lignes allemandes. À 6h30 du matin, en ce 6 juin 1944, 5 divisions alliées commencent à débarquer sur les plages de Normandie sous le feu des Allemands qui tirent depuis leur blocus. Mais grâce à la désinformation du plan Fortitude, les Alliés n'affronteront que 50 000 soldats dans la zone de débarquement. À proximité des plages, il n'y a qu'une seule division blindée, la 21e, au sud-est de Caen, et 6 divisions d'infanterie. Malgré cet incroyable déploiement de force, les Allemands pensent toujours que le débarquement de Normandie n'est qu'une feinte. Ils attendent encore un débarquement dans le Pas-de-Calais dans une quinzaine de jours. Et de fait, un groupe d'armées fictif continue à faire semblant de préparer un deuxième assaut par la Manche cette fois. Il ne faut absolument pas qu'Hitler concentre ses troupes sur la Normandie. Il faut que les Alliés continuent à débarquer hommes et matériel. Et pour ça, l'illusion d'un second débarquement doit tenir 3 semaines. Une autre campagne de désinformation, nom de code Ironside, laisse penser qu'un débarquement américain aura également lieu dans l'ouest de la France, probablement dans le golfe de Gascogne vers le 15 juin. L'opération Ironside est transmise aux Allemands par des agents doubles dès le printemps 1944. Ils leur font croire, grâce à de faux messages, que 8 divisions armées font voile vers le golfe de Gascogne depuis la côte est des États-Unis. Grâce à ce leurre, la 11e division de Panzer, stationnée près de Bordeaux, ne remonte pas vers la Normandie.
C'est grâce à ces opérations de désinformation que 156 000 soldats américains, britanniques et canadiens peuvent prendre pied en France pour la seule journée du 6 juin 1944. 133 000 arrivent par la mer, 23 000 par les airs. L'effet de surprise du débarquement a porté ses fruits. Le débarquement est un succès militaire total malgré 10 600 tués, blessés ou disparus au cours du premier jour sur les plages de Normandie. Pour les Alliés, l'opération Fortitude a formidablement fonctionné. Les faux entraînements, le faux matériel et les agents doubles ont trompé l'ennemi. Pourtant, il a donné lieu le jour J à de vraies opérations militaires et à de vrais bombardements dans le Pas-de-Calais pour maintenir l'illusion d'un débarquement imminent. On compte 600 victimes civiles françaises mortes sous les bombes bien réelles de cette opération fictive. Des victimes sacrificielles dont le sang injustement versé a permis la libération de la France. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur votre plateforme de podcast favorite, l'application Europe 1, et aussi à l'antenne chaque week-end à 15h. À très vite.